Ça, c'est vraiment une pièce vraiment importante, là. Lorsque vous serez en stage dans les établissements, il faut posséder ça vraiment très bien. On va l'adapter ensemble. On va en discuter ce matin pour voir comment, pour les pères aidants, on complète ça. Parce que vous voyez aussi que sur Studium, il y a aussi l'équivalent, le référentiel pour le stage lui-même. Les deux sont interconnectés. C'est ça, c'est ce référentiel de compétences pour le stage qui va être utilisé pour que vous puissiez avoir de la rétroaction de la part des superviseurs en cours de stage. Puis c'est cette fiche-là qui va être utilisée, la fiche d'observation. On pourra la revoir plus en détail. Là, je vous la montre dès maintenant pour que vous puissiez comprendre l'univers dans lequel se situe le stage en lien avec les compétences, le référentiel de compétences CADMED. Puis en particulier, cette figure-là, la figure 2. Vous voyez la notion en haut de compétences qui se traduit par des capacités, des manifestations de capacités, puis au bout là, des ramifications, des indicateurs. Ce que les gens, on peut observer en action, ce sont des indicateurs de manifestation de capacités, et puis des capacités, lorsqu'elles sont réunies, ça forme une compétence. Et là, je vais regarder avec vous en détail le référentiel CADMED. OK? Ça, ils servent de ça pour former les médecins. Ils servent de ça pour évaluer les médecins quand eux-mêmes sont en stage. Fait que nous, on va se demander, là, on va le parcourir ensemble en détail, mais je vais vous poser les questions. On n'y répondra pas immédiatement. Tantôt, après qu'on ait lu ça, on va réfléchir ensemble sur comment les pères aidants, ça complète ça. OK? Soyez attentifs, prenez des notes. C'est le référentiel, on le voit là, le CAN, ça fait référence au Canada, mais c'est utilisé partout dans le monde. C'est le plus connu des référentiels. Il y a beaucoup d'articles scientifiques là-dessus. Puis nous, on va voir comment les pères aidants, ça vient s'insérer dans tout ça. Puis on est les premiers à utiliser, là, dans le fond, le référentiel de compétences pour les médecins. On a la permission pour l'adapter, pour former des usagers, usagères qui vont jouer un rôle de père aidant. Mais puis, l'important, c'est de voir la cohésion dans tout ça. C'est sûr qu'on prenez-vous pas pour des docteurs, là. Puis, le but, c'est pas de former des mini-docteurs ou des semblants de docteurs. C'est pas ça. Mais pour vous aider à bien comprendre votre rôle comparativement à celui des médecins et d'autres professionnels. Puis, de la façon que ça fonctionne, là, c'est qu'il y a des compétences, ce sont des compétences nécessaires pour jouer des rôles. Le premier de ces rôles-là, c'est le rôle d'expert médical. Puis, c'est quoi la définition d'expert médical? Eh bien, en tant qu'acteur médical, je recommence. En tant qu'experts médicaux, les médecins assument tous les rôles CADMED et s'appuient sur leur savoir médical, leurs compétences cliniques et leurs attitudes professionnelles pour dispenser des soins sécuritaires et de grande qualité centrés sur les besoins du patient. Pivot du référentiel CADMED, le rôle d'expert médical définit le champ de pratique clinique des médecins. Ici, si on se demande qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les pères aidants, on avait vu la semaine dernière, puis ça se trouve encore sur Studium, que les pères aidants, dans le fond, ce pas des experts médicaux, c'est des experts du rétablissement. Et c'est une façon d'adapter tout ça. Puis vous voyez, on dit que les médecins s'appuient sur leur savoir médical, leurs compétences cliniques et leurs attitudes professionnelles. Comme père aidant, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute le savoir expérientiel. Puis si on continue plus en détail,
en tant qu'experts médicaux de rétablissement pour les pères aidants, qui dispensent des soins sécuritaires de grande qualité centrés sur les besoins du patient. Les médecins s'appuient sur un ensemble évolutif de connaissances, ainsi que sur leurs habiletés cliniques et leurs valeurs professionnelles. Ils recueillent et interprètent des informations, prennent des décisions cliniques et effectuent des interventions diagnostiques et thérapeutiques. Dans notre cas, nous, il n'y a pas d'intervention diagnostique. Il n'y a pas d'intervention, sûrement pas dans le cadre du stage d'intervention thérapeutique. Mais on va voir comment, lorsque les pères aidants sont en action, ça vient soutenir en particulier les interventions de nature thérapeutique. Mais on n'a rien à voir, nous, dans le diagnostic médical comme tel. Mais on fait partie de l'intervention à visée thérapeutique. L'expert médical pose des gestes dans les limites de leur champ de pratique et de leur expertise. Puis nous, c'est ça qu'on essaie de voir dans le cadre du stage, hein, puis que vous allez expérimenter sur le terrain. C'est quoi ça, le champ de pratique et d'expertise des pères aidants? On peut avoir une idée globale, on peut lire là-dessus, mais c'est quand on est sur le terrain, là, quand on est dans le champ, dans le sens, sur un terrain, sur le plancher des vaches, là, vous allez devoir le sentir, l'expérimenter, quels sont les pourtours, là, les délimitations de votre champ de pratique et d'expertise. Ensuite, la prise de décision est éclairée et basée sur les lignes directrices et les données probantes issues de la recherche qui tient compte de la situation du patient et de ses préférences ainsi que des ressources disponibles. Leur pratique clinique est régulièrement mise à jour. Elle est respectueuse de l'éthique et efficiente dans l'utilisation des ressources, conduite en partenariat avec le patient, sa famille et ses proches aidants, d'autres professionnels de la santé et la collectivité. On avait vu la semaine dernière comment la notion de partenariat patient, là, les gens vont vous le demander. C'est quoi la différence entre un père aidant et un patient partenaire? Donc, on va voir en cours de session pour que vous soyez bien équipés pour répondre à cette question-là. Quand les gens vont vous dire hey, Julien, c'est quoi la différence entre un père aidant et un patient partenaire? Tu vas dire moi, je sais c'est quoi. OK? Et chacune d'entre vous. Parce qu'eux-mêmes, tous les médecins sont, dans le fond, assujettis à ça. Le rôle d'expert médical constitue l'élément central de l'activité des médecins et s'appuie sur l'ensemble des compétences comprises dans les rôles qu'admettent, ces rôles-là qui sont transversaux, le rôle de communicateur, collaborateur, leader, promoteur de la santé, érudit et professionnel. Puis le rôle comme expert du rétablissement, ça constitue l'élément central de l'activité des pères aidants et s'appuie sur l'ensemble des compétences, un peu les mêmes compétences, des rôles communicateurs auprès des pères aidés, auprès des équipes. Quand on communique auprès des équipes, une attention particulière, hein, parce qu'on attire sur l'attention sur la vulnérabilité des gens, mais en mettant sur leur force. Collaborateurs. En stage, il faut collaborer. Et entre nous aussi. Ces compétences-là, ça se voit, oui, auprès d'un patient. Quand tu vois, par exemple, un médecin qui parle à un patient, mais tu le vois aussi quand le médecin parle à un autre membre de l'équipe, à une infirmière, à un membre de famille, lorsqu'ils se parlent entre eux. C'est important d'avoir toujours ça à l'esprit, que c'est un peu en tout temps qu'on fait preuve de ces compétences. Et vous avez les concepts fondamentaux. Là, je ne les prendrai pas un par un, mais regardez-les. Là, tout à l'heure, ça serait bien que lorsqu'on va discuter, vous avez dans l'encadré ici, là, les concepts fondamentaux liés au rôle d'expert médical. Et nous, on se demande, en tant qu'expert du rétablissement, qu'est-ce qui est particulièrement pertinent là, pour la pratique qu'on veut mettre en place. Puis, on peut quand même regarder. Vous vous souvenez, on avait des compétences, ensuite des capacités. Dans ces capacités-là, on voit les médecins sont capables de, exercer la médecine selon leur champ d'activité et leur expertise clinique. Dans notre cas, c'est
exercer le mentorat des pères aidants ou la père aidance selon votre champ d'activité et expertise. Procéder à une évaluation clinique centrée sur les besoins du patient et établir un plan de soins. Les pères aidants, ce n'est pas ça qu'ils font, là. L'évaluation n'est pas clinique. Elle est centrée, oui, sur le besoin de l'usager, mais dans une perspective de rétablissement. Et il y a des outils qu'on va voir en cours de session. On en a parlé dans les autres cours. Des outils de mesure du rétablissement, par exemple. Et puis, ce qu'on vous allez établir, ce n'est pas un plan de soins, ça va être un plan de rétablissement. Donc, vous voyez que c'est à la fois très similaire et très différent. Puis, une autre capacité consiste à planifier et réaliser des interventions diagnostiques et thérapeutiques. Nous, il n'y a pas de diagnostic. La portion thérapeutique, c'est comment on vient soutenir, dans le fond, quand on dit thérapeutique, nous, c'est dans le sens, ça vient contribuer au rétablissement des personnes. C'est pas nécessairement, vous voyez comment ça vient ensemble avec diagnostic et thérapeutique, c'est qu'ici, les interventions thérapeutiques sont liées à des diagnostics très précis. L'aspect thérapeutique en médecine, c'est par rapport à un diagnostic très précis. Nous, on ne fait pas de diagnostic. Peut-être on essaie faire un état de situation de la personne où elle se situe dans son rétablissement. On n'appellera pas ça un peu de diagnostic. On peut peut-être dire une mise à jour. Puis, c'est par rapport à cette mise à jour-là que l'intervention qui favorise le rétablissement se situe. Il faut faire cet exercice-là de poser un peu un bilan de la situation par rapport à son propre rétablissement. Ensuite, planifier la continuité des soins et, le cas échéant, des consultations à temps opportun. Et les pères aidants, ça va souvent aussi inclure les ressources communautaires. Et ailleurs que dans le milieu hospitalier lui-même. Et puis, finalement, contribuer activement, à titre individuel et en tant que membre d'une équipe de soins, à l'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des patients. C'est un petit peu ça, hein? Quand vous êtes en équipe, là, comment les autres membres de l'équipe vont voir que vous êtes aussi intéressé à prendre part à ces discussions-là, comment on améliore nos procédés, puis vous, c'est en particulier en alimentant, en vous assurant que le rétablissement reste toujours là parmi des éléments à prendre en considération. C'est ça le rôle attendu des pères aidants. Un autre rôle, communicateur. En tant que communicateur, les médecins ou pères aidants développent des relations professionnelles avec les usagers, sa famille et les proches aidants, ce qui permet l'échange d'informations essentielles à la prestation de soins de qualité. Et nous, on ajoute à ça, qu'est-ce que ça veut dire des soins de qualité en santé mentale? Ce sont des soins qui visent le rétablissement et qui se dotent d'outils pour vérifier dans quelle mesure, effectivement, on avance sur ces questions-là du rétablissement. De manière plus précise, la description du rôle de communicateur va ainsi. Par la création d'une relation professionnelle centrée sur les besoins du patient, sa famille et ses proches aidants et d'une écoute active, les médecins ou les pères aidants sont capables d'identifier et analyser les symptômes qu'il présente, ce patient-là. Bien, nous, ce n'est pas tellement les symptômes. Ça va être bon, là, de peut-être comprendre de manière générale, ne pas demander, poser des questions plus précises si on en a besoin d'autres professionnels dont c'est le rôle de poser un jugement sur les symptômes, mais ce n'est pas celui des pères aidants. Nous, c'est un peu le focus sur le rétablissement. On explore la perspective du patient, ce qui inclut ses craintes et perceptions au sujet de la maladie, les répercussions sur sa vie et ses attentes quant à la qualité des soins prodigués par les professionnels de la santé. Alors là, c'est plus spécifique, là, je pense, les pères aidants. Hein? Les craintes et perceptions au sujet de la maladie,
Là, les gens vont vous demander, mettons, supposons la première fois que quelqu'un se retrouve à une urgence psychiatrique, ils vont se demander c'est quoi la suite des choses. Qu'est-ce qui m'attend? C'est peut-être des fois des gens, c'est la première fois qu'ils arrivent là, ils n'ont aucune idée, puis ils sont craintifs, ils sont déboussolés. C'est là que le père aidant va aider par rapport en comprenant bien c'est quoi le parcours d'un patient typique quand il arrive à l'urgence. Par exemple, il va où après? Quel genre de personnes il risque de rencontrer, selon quelle séquence, puis aussi de l'informer qu'à sa sortie, il y a des ressources qui vont être là. Peut-être même comme père aidant, vous là, personnellement, vous serez peut-être là vous-même pour faciliter cette transition, mais ça va être bien d'informer, là, si vous sentez que la personne est disposée à avoir de l'information. Des fois, il faut attendre le bon moment pour le faire. Les informations permettront de mieux saisir le contexte du patient, y compris ses antécédents personnels et familiaux, son mode de vie, ses conditions de vie et son statut socio-économique, son milieu de travail ou scolaire, ainsi que d'autres facteurs psychologiques et sociaux pertinents. On avait développé, nous, une grille pour ça, le questionnaire sur les facteurs contextuels. Ça va être, puis on se disait, dans le fond, ce que les gens, quand ils arrivent à l'urgence, c'est parce qu'ils ont des problèmes, hein, on s'en doute bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour ces personnes-là, ce qui ne va pas, c'est des enjeux interpersonnels, relationnels. Éventuellement, on va donner un diagnostic médical à ça. Mais ils ne viennent pas nécessairement pour parler d'un diagnostic médical. Ils viennent parler d'un problème. C'est ce que la littérature démontre bien. Et puis, en venant au-devant de ça, c'est qu'est-ce qui se passe ces temps-ci dans votre vie, quel genre de problème que vous avez. Ça va m'aider. Peut-être si vous voulez que je puisse vous donner un petit coup de main pour passer à travers. Si vous voulez, je serais intéressé à ce que vous m'en disiez plus sur la nature peut-être des problèmes que vous vivez présentement. Une décision partagée représente l'élément clé de l'approche centrée sur les besoins du patient. Cette approche consiste à élaborer un plan de soins en collaboration avec, bien sûr, le patient en abordant ses problèmes médicaux et ses objectifs de santé tout en tenant compte de ses besoins, de ses valeurs et de ses préférences. Vous voyez ici, pas grand-chose à adapter là, par rapport au rôle du père aidant. Développer, ce n'est pas nécessairement un plan de soins, c'est un plan de rétablissement. Puis, ce n'est pas votre patient, c'est le patient. On parle souvent de la relation patient-médecin. C'est très précieux, c'est très bien. Mais c'est le patient de ce médecin-là. Lorsque cette même personne-là est dans un établissement, c'est un usager de cet établissement. Puis en dehors de l'établissement, mais c'est un citoyen comme les autres. C'est pas un patient là, du boucher, c'est pas un patient du gars du dépanneur, c'est pas un patient du chauffeur de taxi, on est des citoyens comme les autres dans la société. Dans un établissement, on est un usager, puis par rapport à son médecin, on est son patient. Pour ça que nous, on parle plus globalement d'usager, parce que quand on accompagne cette personne-là dans un établissement, ben, ça se peut que vous soyez présent lorsque l'usager est avec son médecin, lorsque le patient est avec son médecin. Mais ensuite, vous allez peut-être accompagner cette personne-là dans sa trajectoire d'un service à l'autre, lui montrer où est la cafétéria, par exemple. Okay? D'où il y a un ajustement de vocabulaire, là, pour ça qu'on parle plutôt d'usager et usagère du système de soins et services de santé mentale. Mais ça reste que ce plan-là doit être appuyé sur des données probantes provenant de la littérature et des lignes pratiques reconnues. Ce que vous allez proposer comme plan de rétablissement, là, faut que vous puissiez dire d'où vient ce modèle-là. C'est sûr qu'avec le temps, comme n'importe quel clinicien, ce qu'il a appris à l'école, à un moment donné, bon, OK, il y a le modèle très standard, puis avec le jugement, le raisonnement clinique et l'expérience, il va pouvoir s'écarter un petit peu ou adapter selon les situations, selon les besoins de la personne. Mais il faut se rappeler d'où vient ce modèle-là, puis savoir pourquoi, dans tel contexte, je n'ai pas fait exactement ce qui était écrit là.
si on modifie le modèle, il faut avoir une bonne raison. Parce que ces modèles-là, ils ont été prouvés efficaces, ils ont été choisis pour des raisons de sécurité. Fait que si vous vous éloignez trop d'un modèle, bien, éventuellement, vous pourriez vous le faire reprocher. Si quelque chose de malencontreux arrive, les gens pourraient se retourner vers vous. Bien là, votre pratique comme père aidante, elle semble avoir été improvisée. Fait qu'il faut dire non, 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 non. Ça provient de tel modèle et savoir pourquoi, dans tel contexte, avec telle ou telle personne, quelle couleur particulière ça l'a pris par rapport au modèle standard. Parce que la maladie n'affecte pas que le patient, mais également sa famille et ses proches aidants, les médecins, les pères aidants, doivent communiquer efficacement avec tous ceux qui entourent la personne concernée lors d'un épisode de soins. Quand on dit épisode de soins, on voit que ça se passe dans un hôpital. Tu viens pour des soins dans un établissement qui donne des soins. Le rétablissement, est-ce que c'est des soins? Hein? On rétablit la personne, c'est pas nécessairement des soins. C'est pas des soins, puis tu n'iras pas à tel endroit pour recevoir ton traitement en rétablissement. Tu n'auras pas un service spécialisé, là, où c'est là que tu vas recevoir ton rétablissement. Non. Donc, ici, nous, épisode de soins en santé mentale, psychiatrie, c'est souvent lorsqu'il y a une phase plus aiguë de la pathologie, si on peut dire. Oui, il peut y avoir des pères aidants. C'est bien de préparer cette continuité-là. Oui, qu'il y ait une présence. Puis déjà, le focus rétablissement, même si c'est pas nécessaire d'en parler là, pour l'incarner, comme on l'a très bien vu dans le cours sur l'éthique avec Wanessa Younsi notamment. Hein. Tout ça peut être dans le non-verbal. Mais quand on parle trajectoire de rétablissement, ce n'est pas nécessairement dans un environnement précis, à un moment précis où les gens qu'on parle ici, là, famille, proches aidants, tu peux les rencontrer à ce moment-là, dans cet endroit-là. Ça va être plus large, plus diffus. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On va pouvoir en discuter. Là. Je vous invite à y réfléchir à cet aspect-là. Poursuivons. Quant aux capacités, en tant que communicateur, communicatrice, capacité d'établir des relations professionnelles avec l'usager, sa famille et ses proches, capacité de recueillir et synthétiser l'information pertinente en tenant compte de la perspective de l'usager, sa famille et ses proches. Comment vous allez contribuer vous-même à ça? Qu'est-ce qui est pertinent par rapport au rétablissement? Est-ce que j'ai perdu? OK, là, voilà. Comme communicateur, capacité d'informer l'usager, sa famille et ses proches quant aux soins de santé qui lui sont prodigués. Et nous, oui, peut-être un peu des soins, mais surtout des ressources qui existent, incluant les pères aidants, pour favoriser leur établissement. L'information sur les soins de santé, on peut reprendre ce qui existe déjà, mais il faut s'assurer qu'on donne la bonne information. Si on n'est pas certain, il vaut mieux s'abstenir et dire on va aller vérifier par rapport aux soins de santé eux-mêmes. Mais nous, notre expertise à nous, c'est quoi? C'est pas nécessairement du soin, mais c'est du support au rétablissement. Qu'est-ce qui existe comme ressources de soutien au rétablissement? Comme communicateur, toujours, faire participer l'usager, sa famille et ses proches aidants à l'élaboration d'un plan reflétant ses besoins, ses objectifs en matière de santé et, bien sûr, de rétablissement. Il existe des plans comme ça, dont le Wellness and Recovery Plan, le WRAP, qu'on pourra voir, qui existe en français, qui est très, très bien connu. Finalement, comme communicateur, la capacité de documenter l'information en format papier et électronique, résumant la rencontre et la partager afin d'optimiser la prise de décision clinique
la sécurité des patients et le secret professionnel. Fait que ça ici, là, c'est un enjeu là, un peu délicat parce que l'accès à l'information dans les établissements de santé, c'est pas n'importe qui a accès à n'importe quelle information. Vous n'aimeriez pas ça? Savoir qu'il suffit que quelqu'un passe d'un hôpital pour aller fouiller, pour savoir qu'est-ce qui se trouve dans votre dossier, n'est-ce pas? Donc, l'accès à l'information est restreinte à des gens pour qui c'est pertinent d'avoir cet accès-là. Puis, il y a toute cette question-là. Est-ce que les pères aidants là, devraient avoir accès aux mêmes informations? Il y a un questionnement là parce que la pratique n'est pas encore réglementée par un code de déontologie formel. Les autres métiers, les autres professionnels, il y en a un code de déontologie qui fait que quand tu as accès à cette information-là, si tu le fais d'une manière qui n'est pas appropriée, tu peux te faire réprimander, tu peux voir ton droit de pratique révoqué. Là, les gens, tous les autres professionnels, ils vivent avec ça. Là, ils se demandent, une père aidante ici, elle, qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu assujettis à un code comme celui-là? Ben, la réponse à l'heure actuelle, c'est non, pas de manière légale, là, comme on l'entend d'habitude. C'est pour ça que nous, on a commencé à construire un code de déontologie, mais c'est encore sur un mode associatif, c'est pas enregistré au code des professions encore. Ça viendra peut-être. Donc, l'accès à cette information-là, accéder à de l'information, mais il y a aussi comment on va recueillir de l'information. Donc là, un autre questionnement que vous allez peut-être voir en action lors des stages, ça peut varier d'un endroit à l'autre. Est-ce que les pères aidants ont le droit d'inscrire l'information? Puis ça ne veut pas dire nécessairement que tu as accès à toute l'information. Fait que là, le débat, c'est que lorsqu'il y a de l'information d'inscrite dans un dossier de patient, les gens qui ont accès à ce dossier-là, à cette information-là, non seulement ils y ont accès, c'est qu'ils doivent être au courant. Ils peuvent juste dire « Ah, c'est beau, j'y ai accès », puis non, c'est qu'ensuite, quand tu vas exercer ton travail, ben, en principe, tu es tenu d'avoir consulté ce qui est là, qu'est-ce qui est nouveau. Mettons, tu as un dossier de patient. OK, Madame Tremblay, supposons. OK, là, je viens. Ah, il y a du nouveau. Une fois que tu connais le dossier d'existence, tu ne le relis pas au complet chaque fois. Mais s'il y a une nouvelle information, avant que toi, tu interviennes comme travailleuse sociale, ergothérapeute ou comme médecin, tu dois avoir pris connaissance des nouvelles informations récentes au dossier. C'est pour ça que les gens vont se demander, vous allez se sentir, est-ce qu'on donne accès aux pères aidants au fait de pouvoir inscrire l'information? Parce que s'il y a une nouvelle information au dossier, moi, comme travailleuse sociale, ça veut dire, je dois en tenir compte dans ma pratique. Si je ne le fais pas, je peux me le faire reprocher. Donc, comment est-ce que vous allez avoir le droit d'inscrire l'information dans le dossier? Pas comme stagiaire, non. Comme une fois au travail, ça peut varier d'un milieu à l'autre. Et c'est là tout là que qu'est-ce que vous allez inscrire dans une perspective de rétablissement? Ça ne sert à rien de répéter ce que les autres ont fait. Eux, ils ont le training pour faire le type d'information que chacun des professionnels va ajouter là-dedans. Un père aidant, c'est quel type d'information qu'il va venir ajouter de manière très synthétisée, là. Ça ne peut pas être trop long parce que les autres professionnels, avant d'intervenir auprès de ce patient-là, ils vont venir voir. Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à il y a 3 mois que je l'ai vu? Ils vont tout de suite sauter à ce qui leur semble être nouveau dans le dossier. Là, le patient, il est là, il attend. Là. Il faut vraiment aller droit au but, très pertinent, que ce soit lisible, l'exercice de communication. Puis qu'est-ce que ça va vouloir dire là, dans l'information pertinente au rétablissement de la personne? Ben vous apporterez pas de nouveau si vous avez le même focus
qu'un autre type d'intervenant qui, lui, l'a déjà fait le travail. OK. Comme ça, c'est. Ouais. Ou comme le médecin sur un diagnostic. Si, mettons, le diagnostic, c'est écrit, je ne sais pas, dépression majeure, supposons, ça ne sert à rien que toi, tu viennes d'écrire après dépression majeure. Là, ils vont dire, ben ça, premièrement, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de dénoncer des diagnostics. Puis, deuxièmement, on le savait déjà, ce que tu peux peut-être faire, c'est peut-être repérer des obstacles au rétablissement. OK? Là, on en reparlait tout à l'heure. Mais c'est ce genre de questionnement-là, par rapport à un outil comme celui-là, c'est très pertinent. Comment on complète ça? Si tu n'as pas accès... Oui, ben c'est ça. Puis c'est là qu'on va le développer ensemble en cours de session. Si tu n'as pas accès au dossier, qu'est-ce que toi, tu peux ajouter qui ne sera pas répétitif, même si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Pense à ça. La poule et l'œuf, là, quasiment, là, ce que tu dis, dans le sens où, tu sais, je veux dire, ben, je sais comment en discuter, mais en même temps, je me dis, si on fait partie d'une équipe et tout ça, ce serait juste et justifié que tout le monde ait l'information, la même information pour qu'on puisse, on travaille ensemble pour la personne. Fait que, écoute, en partant, c'est comme, tu sais, si on ne parle pas de compétition, mais c'est le même principe qu'une compétition. Il faut que tout le monde ait la même information pour arriver à la même place ou tenter d'y arriver. C'est comme ça que je vois ça. Pour moi, c'est une grande injustice d'être en collaboration, de travailler avec une équipe multidisciplinaire, mais en même temps, tu es là, mais tu n'as pas droit. Oui, mais ça, on n'est pas encore là. Dans le sens là qu'on évoque ici, c'est la paire aidante qui est embauchée dans une équipe, a-t-elle accès ou non aux mêmes informations que les autres? Ça peut dépendre. Mais là, comme stagiaire, on n'est pas là. Ben non, c'est ça. OK? Ouais. Mais déjà, vous pouvez vous demander, quand je vais être dans l'équipe, en tant que stagiaire, quel type d'informations nouvelles que les autres ne rapportent pas, parce que ce n'est pas dans leur fonction, leur focus est ailleurs. C'est important qu'ils continuent à très bien faire le métier qu'ils ont à faire. Toi là, vous autres, là, lorsque vous êtes en stage, qu'est-ce que vous ajoutez comme information, comme personne avec l'expérience vécue du rétablissement, qui va éclairer les autres? C'est une phrase, un mot, des fois un regard. Puis la différence, à mon avis, à moi, là, ta question, la différence pour moi se trouve, qu'est-ce que j'apporte de nouveau, quelque chose qui a rapport avec mon expérience, qui fait que je peux faire un lien. C'est ça que je vois dans ma tête à moi. Le côté, si je reste dans... Parce que la difficulté, peut-être parce que c'est nouveau et tout ça, c'est de me ramener constamment, de me ramener tout le temps, c'est comme pas le mandat, mais un peu oui, c'est le rétablissement. Le rétablissement. Parce qu'on peut perdre de vue rapidement ça, puis aller dans d'autres choses. Mais me ramener rapide, rétablissement expérientiel, la nouveauté dans ça, sans savoir que peut-être quelqu'un d'autre... OK, je vois que ça. Ben c'est ça votre rôle. Il y a le savoir expérientiel, le vôtre, mais que là, avec le stage, vous apprenez à le structurer en compétences complémentaires à celles aux compétences des autres. Donc, il y a votre propre savoir expérientiel, mais il y a aussi celui de l'usager. C'est un peu, hein, vous voyez, moi, je suis très myope. Puis, rendu à mon grand âge, là, je commence à faire le presbytie. Vous voyez mes lunettes, hein? C'est une lentille à côté de l'autre. N'est-ce pas? Mais une façon de parler du rôle des pères aidants en termes de savoir expérientiel, c'est un peu comme un microscope ou un télescope. Là, c'est une par-dessus l'autre. Le savoir expérientiel de l'usager. Des fois, il ne sait même pas que ses propres stratégies. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas été amené à être conscient de ses propres stratégies de rétablissement et de maintien en situation de bien-être. Il y a ça qui est à l'état un peu latent ou bon, c'est là, mais
un peu diffus. Là, il y a ensuite, vous, là, c'est une autre lentille. Puis quand vous allez trouver, hein, comme avec un télescope ou un microscope, on joue avec, on va venir paramétrer l'instrument pour trouver la bonne distance par rapport à ce qu'on veut observer. Fait que là, c'est un peu ça en termes là, de le travail, comment vous, votre savoir expérientiel, va venir mettre en lumière, faire qu'on va avoir un bon focus sur le savoir expérientiel de l'usager. C'est une façon de voir comme ça, comme deux lentilles qui se complètent. Puis là, ici, l'équipe clinique est là, le savoir expérientiel de l'usager. Puis qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait entre les deux? Bien, il y a votre lentille à vous, qui va permettre de clarifier le portrait dans une optique de rétablissement. Les autres s'occuperont du diagnostic, des autres aspects. C'est leur job à eux. Vous, c'est quoi? Le savoir expérientiel de l'usager qu'on peut repérer, reconnaître pour aider cet usager-là à le reconnaître en lui-même comme outil favorisant son propre rétablissement tel qu'il souhaite. Donc, la notion de préférence, encore une fois, il faut connaître, il faut poser des questions pour le savoir. C'est quoi les objectifs? C'est quoi vous faites dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, nous en étions au rôle de collaborateur. Essentiel à la prestation de soins de grande qualité et sécuritaire centrés sur les besoins du patient, la notion de collaboration englobe le patient, sa famille et ses proches aidants, les médecins, les autres professionnels de la santé, les partenaires de la collectivité et les autres intervenants du système de santé. Nous, ce qu'on ajoute ici, là, c'est les autres usagers. Je ne le vois pas ici. Hein? Collaboration englobant le patient, sa famille, ses proches aidants, les médecins, les autres professionnels de la santé, incluant les pères aidants, disons, les partenaires de la collectivité et les autres intervenants du système de santé. Moi, ce que je pense, c'est que par rapport à l'expérience vécue du rétablissement, ça a été bien documenté et on l'a vu au fil des conférenciers dans les autres cours, comment il faut connaître les associations d'usagers pour peut-être accompagner une personne qui a tel profil dans le fait de venir fréquenter une association d'usagers de ses pairs, là. Pas père aidant, de ses pairs. C'est ça ici qu'on ajoute, le soutien entre pairs. À distinguer du soutien des pairs aidants. Donc, il faut connaître ce qui existe dans le milieu comme un regroupement où les gens pourraient bénéficier de ce soutien-là entre pairs. Je pense que c'est quelque chose là, qui est spécifique aux pairs aidants par rapport aux autres professionnels. La collaboration requiert des liens qui s'appuient sur la confiance, le respect et une prise de décision partagée, mettant à contribution une diversité de personnes possédant des habilités complémentaires et œuvrant dans l'ensemble des milieux du continuum de soins. Et nous, c'est encore plus large que ça, c'est le continuum de rétablissement qui implique des secteurs bien autres que ceux des soins. Ça peut être l'emploi, l'éducation, et ainsi de suite. Ceci ne peut se réaliser sans le partage des connaissances, des perspectives et des responsabilités et la volonté d'apprendre ensemble. Au préalable, la collaboration nécessite une compréhension du rôle de chacun, la poursuite des mêmes buts et la gestion des divergences. C'est pour ça que lors des stages, vous allez être, oui, pairé à des pairs aidants, mais pas seulement avec des pairs aidants. Vous allez accompagner d'autres travailleurs de la santé mentale,
pour comprendre leur rôle à eux et comment éventuellement vous trouvez votre place comme père aidant dans cet univers-là. Ces habilités sont requises pour la réalisation d'activités autres que les soins cliniques, comme l'administration, la formation, la promotion de la santé et les travaux d'érudition. Fait que oui, auprès de, quand on pense à un usager en particulier, mais aussi, c'est ce qu'on vient de dire là, c'est aussi dans les autres activités administratives et de formation. Puis, c'est pour ça qu'éventuellement, il y aura de plus en plus de place faite aux pères aidantes dans la formation qu'on donne à l'université. Vous l'avez vu l'automne dernier, là, puis ça va s'accroître. C'est un rôle qui va être attendu, de contribuer là, à diffuser, à faire la promotion du rétablissement. Bon, continuons. Et les capacités liées au rôle de collaborateur, travailler efficacement avec d'autres médecins ou professionnels de la santé. Ben, nous, peut-être avec d'autres pères aidants et d'autres professionnels de la santé. Travailler avec des médecins et autres professionnels de la santé pour favoriser une compréhension mutuelle, gérer les divergences et résoudre les conflits. Et nous, ici, on ajoute un focus qui est sur le rétablissement. La compréhension mutuelle, ben, les équipes professionnelles en termes de santé, c'est une compréhension de la maladie. On veut guérir, on veut soigner, soulager une pathologie, des symptômes. Donc là, comment on ajoute ça, puis eux sont bons, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, puis ils ont développé cette compréhension mutuelle entre eux. Là, vous arrivez dans une équipe qui fonctionne déjà avec leur compréhension mutuelle. L'idée, ce n'est pas d'absorber leur compréhension. Oui, aussi, il faut se situer là-dedans, mais comment on va l'alimenter, cette compréhension mutuelle, avec un focus sur le rétablissement. Assurer de manière sécuritaire la transition du patient vers un autre professionnel de la santé et le transfert des soins afin d'en assurer la continuité. Les gens, hein, ça déménage. Comment quand on va comme corps de métier, là, ce qu'on vient de, mettons, vous travaillez dans une équipe, ça va très bien, son accès rétablissement, puis tout va bien, mais là, la personne déménage à l'autre bout de la ville. Est-ce qu'on sait comment ça va se dérouler là-bas? Est-ce qu'on a d'autres collègues pères aidants qui travaillent là-bas? Pour nous rassurer quant à la continuité du soutien par rapport au rétablissement. Fait que c'est là qu'on voit l'importance là, d'une vie associative spécifique pour les pères aidants. Leader. En tant que leader, les médecins veillent à assurer l'excellence des soins à titre de clinicien, administrateur, érudit ou d'enseignant et contribuent ainsi, avec d'autres intervenants, à l'évolution d'un système de santé de grande qualité. Ben nous ici, encore une fois, vous allez trouver que je radote là, le leader du rétablissement. Quand on parle d'un système de santé de grande qualité en santé mentale, c'est étonnant, ou c'est triste, ou c'est inacceptable, choisissez ce que vous voulez, là. Mais la formation actuelle en psychiatrie, il n'en parle pas du rétablissement. On est le seul cours PST 1000 dans un département de psychiatrie. Hein. PST, ça veut dire que c'est dans un département de psychiatrie qui porte sur le rétablissement. Les autres professionnels, à moins qu'ils soient personnellement intéressés, ils n'ont pas de training sur le rétablissement. Dans la formation initiale, oui, des fois, une fois qu'ils sont dans un institut comme ici, ils vont en entendre parler, ils vont voir des affiches, là, « conférence sur le rétablissement à midi, apportez votre lunch. Ah, OK, je vais y aller. » En formation continue, après leur formation initiale. On a un système de santé mentale officiellement axé sur le rétablissement au Québec depuis 2005, mais la formation des intervenants en santé mentale, oui, il y a un petit peu ici et là, on parle un petit peu du rétablissement, mais c'est très, très peu. Donc, comment vous, là,
votre leader, votre rôle de leader par rapport au système de santé mentale, ça va être de veiller à ce que ça pénètre le système, donc, puis en particulier au niveau de la formation des futurs professionnels. C'est un petit peu ça notre modèle, c'est sûr, c'est pas facile, hein? On est en médecine, c'est très codifié, c'est légal, c'est exigeant. Mais pourquoi on est là? C'est parce que aussi pour avoir cette influence auprès des futurs médecins, incluant les futurs psychiatres. Mhm. On en a vu un petit peu, hein, des résidents, des résidentes qui sont venus dans le cours. Là. Ah, ils apprennent des autres usagers par aidant. Puis on pense que d'ici quelques années, ça peut. Oui, c'est long, mais des fois, il y en a qui vont être dans quelques années, c'est pas déjà l'année prochaine. Ceux qui étaient résidents, qui ont participé à nos travaux, vont être eux-mêmes en fonction comme médecins, experts médicaux. Là, ils vont déjà avoir été exposés à la culture du rétablissement. Au moins, nous, on représente ça. Le rôle de leader du référentiel CANMED décrit l'intervention du médecin dans la prise de décision partagée. Excusez-moi. Le rôle de leader du référentiel CANMED décrit l'intervention du médecin dans la prise de décision partagée quant au fonctionnement et à l'évolution continue du système de soins de santé. La société s'attend à ce que les médecins exercent un leadership de collaboration et un rôle de gestion au sein du système de santé. Sur le plan systémique, les médecins contribuent à l'évolution et à la prestation des soins de santé constamment améliorés et incitent d'autres intervenants à travailler vers cet objectif commun. Ça veut dire, là, quand vous allez être au travail ou dans les équipes, les gens vont imaginer des journées de formation continue, sont tenus de le faire. Puis vous, là, en tant que leader du rétablissement, des fois, vous allez suggérer, quand ils vont élaborer cette programmation-là, peut-être, ça serait peut-être bien d'avoir peut-être un témoignage d'un usager ou avoir un père aidant qui vient de parler du rétablissement. Peut-être pas toute la journée, mais s'assurer que ce volet-là, il est présent. Ça va être votre rôle, hein, comme leader du rétablissement, de vous assurer qu'on ne l'oublie pas. Sur le plan systémique, objectif commun, les médecins maintiennent un équilibre entre leur vie personnelle et leur responsabilité clinique, administrative, de recherche et d'enseignement. Ils agissent à la fois comme cliniciens, professionnels au sein d'équipes et comme leaders au sein du système de santé à l'échelle locale, régionale, nationale et même mondiale. C'est très important. Moi, j'insiste là-dessus parce que je trouve qu'au Québec, il y a eu trop peu d'attention portée à ça. Ça se comprend, hein? Le Québec dans le Canada, on veut préserver nos champs de compétences, en particulier en éducation et en santé et services sociaux. C'est ça le système politique québécois et canadien. Ces deux champs de juridiction-là, ça fait vraiment partie de la société distincte du Québec. Quand on se demande c'est quoi qui distingue le Québec des autres provinces, là, c'est en termes de structure gouvernementale, c'est que dans les autres provinces, ça ne les dérange pas que les santé et services sociaux, ça puisse relever du fédéral. Ça fait moins partie de leur identité. Puis même des fois, c'est du niveau local et municipal que les services sociaux. C'est pas santé et services sociaux. Nous, nos CIUS, c'est quoi? Il y a 3 S. Santé et services sociaux. Ailleurs au Canada, tu as la santé d'un côté, puis services sociaux d'un autre côté. Puis c'est pour ça qu'on est un petit peu comme les Gaulois là, d'Astérix. Là. Alors, il y a très peu de collaboration avec les autres groupes de pères aidants au Canada. Et à l'échelle internationale, fait que, moi, ma crainte, c'est qu'on tourne beaucoup sur nous-mêmes. Là, ce qui fait que
Les gens, ce que vous apprenez dans une formation comme la nôtre, il faut se demander, est-ce que si, mettons, vous déménagez en Angleterre, en France ou ailleurs, est-ce que vous pourriez exercer le même métier ailleurs? Comme les infirmières qu'on va chercher en Suisse ou en France, ben, il y a des accords pour faire en sorte que, ou il y a des tests pour s'en assurer. Une infirmière qui vient de Suisse devrait pouvoir travailler ici comme infirmière. C'est ça qu'on essaie de faire avec les collaborateurs internationaux. Vous en avez vu plusieurs dans notre programme. Comment faire en sorte qu'on ait cette base commune-là pour pas que ce soit seulement qu'une réflexion sur nous-mêmes au Québec. Il faut être alimenté par ce qui se fait ailleurs, puis aussi alimenter ce qui se fait ailleurs. Il faut se demander, comme membre de l'Association des pères aidants, ce n'est pas tout le monde là, qui va travailler à tous les échelons à la fois, là. Mais il faut se demander comment on est présent à chacun de ces niveaux-là, local, régional, national et international. Par exemple, vous connaissez ça, Médecins sans frontières et Médecins du monde, hein, en contexte de catastrophe humanitaire. Ça génère énormément de détresse psychologique qui deviennent des problèmes de santé mentale. Et il y en a, on a le docteur Nicolas Bergeron à Montréal qui fait un peu de la psychiatrie humanitaire dans ce sens-là. Ça pourrait être bon qu'il y ait des pères aidants aussi pour contribuer là, à faire en sorte que dans les endroits partout dans le monde où ils n'ont pas accès à l'université comme nous, là, ils puissent eux aussi bénéficier des avancées en matière de connaissance du rétablissement et du rôle des pères aidants. Capacité liée à cette fonction-là, contribuer à l'amélioration de cette fonction de leader, contribuer à l'amélioration de la prestation des soins de santé au sein d'équipes, d'organismes et du système. Puis on voit à droite ensuite, de manière plus fine, dans les manifestations de compétences. Deuxièmement, participer à la gestion des ressources allouées aux soins de santé. Et nous, ça serait de rétablissement. Comment, sur un territoire, les associations d'usagers sont réparties? Qui fait quoi? Il y a des tables de concertation. Il faut qu'il y ait un des nôtres qui soit présent là, qui va nous rapporter qu'est-ce qu'ils discutent, qu'on puisse se relayer dans ce rôle-là là, à différents niveaux, local, national, et ainsi de suite. Faire preuve de leadership dans votre pratique professionnelle. N'attendez pas que les autres vous disent c'est quoi un père aidant ou une père aidante. Parce qu'ils vont le faire, eux, selon leurs besoins. C'est du bon monde, mais c'est tout à fait naturel. Tu vas définir les choses par rapport à toi, ta propre connaissance. Il n'y a pas d'autre moyen de faire ça. Puis ils vont définir votre rôle par rapport à leurs besoins. Il faut absolument que ce soit les pères aidants, les pères aidantes qui définissent leur propre rôle. Mais ça va prendre un certain temps. C'est une nouvelle pratique en émergence. Vous l'explorez, vous faites un peu partie des premières vagues là, qui va permettre de mieux définir le rôle pour qu'éventuellement cette définition-là soit assez précise pour être codifiée sous forme de code de déontologie qu'une portée légale. Mais tant qu'on n'a pas ça, on fait partie un petit peu du caractère exploratoire. Hein? Peut-être que des fois, vous trouvez ça troublant de ne pas savoir de manière plus précise qu'est-ce qu'il y a à exécuter comme père aidant. Ce n'est pas la même chose que une technique, disons, d'hygiène dentaire où ce que tu dois faire pour détartrer telle dent, mais tu t'y prends de telle façon avec tel instrument. Nous, on n'a pas encore ça, cet appareillage-là. On se fie sur vous pour nous rapporter ça de votre expérience sur le terrain. Puis à travers vos travaux hein, de session, ça commence à prendre forme. Au fil des années, on va avoir une somme là, de travaux de session réalisés par les stagiaires qu'on pourra peut-être venir voir qu'est-ce qui ressort, qui est commun, puis tout ça. Simplement pour dire, vous allez arriver dans un environnement complexe.
difficile, exigeant. Puis, comment vous allez exercer un certain leadership par rapport au rôle des pères aidants? Bien, le stage va vous préparer à ça. Ce n'est pas dans le cadre du stage que vous allez être très, très ferme là, sur qu'est-ce qu'il faut faire comme père aidant, puis faire une leçon de rétablissement aux autres. Ce serait mal vu, n'est-ce pas? Mais lors du stage, vous allez pouvoir observer ces dynamiques complexes, puis dire, ah, si j'étais en fonction, j'avais cette responsabilité professionnelle de père aidant que je n'ai pas encore. Mais là, ce que je viens d'observer, voici comment je me dis, ce que je n'aurais pas laissé passer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de ne pas laisser passer quelque chose qui est anti-rétablissement, par exemple? En tant que stagiaire, malheureusement, on ne le dit pas là, à vif comme ça, à moins qu'on vous pose la question. Il va falloir trouver le bon ton. Puis des fois, ça peut être choquant ce que vous allez entendre. Dans le sens, vous allez entendre des professionnels parler peut-être de d'autres usagers avec une terminologie qui, vous allez vous dire des fois, hey, quand ils parlent de moi, c'est tout de même. Là. Des fois avec des étiquettes. Tu sais, c'est leur jargon. Donc là, oui, on parle centré sur la personne. C'est un beau discours, ça, au plan politique et autres. C'est très, très important, mais dans la pratique clinique, il faut que ça roule. C'est des acronymes. Oui, ils sont soucieux de ça, mais c'est pas ça que vous allez entendre. Et ça va être plutôt, tu sais, un schizophrène et pas une personne schizophrène. Fait que là, vous allez être tenté de rappeler une personne schizophrène. Okay? Mais là, bon, comme stagiaire, on se retient un petit peu, mais vous allez être à l'affût de situations comme celle-là où si vous aviez été en fonction, ce que vous n'auriez pas pu laisser passer, ou pas dû laisser passer, et comment vous auriez pu le faire, qui aurait été d'une manière appropriée dans ce contexte-là. C'est à ça que vous devez penser. Là, lorsque vous serez en fonction, là, vous allez repérer des situations similaires. Là, vous y aurez déjà pensé. Le rappeler, rajouter le mot personne. Ah, au début, les gens vont dire oui, personne, là, tu sais. Mais c'est notre rôle. C'est ça. Nous, ça vient avec. C'est une personne avec la schizophrénie. C'est pas c'est d'autres choses. Mais là, les gens vont s'habituer. Ils vont dire, elle dit tout le temps ça. Ta père aidante. Hein? Ah, bien avec le temps, ils vont voir. Là, ah, c'est parce que c'est ça son rôle. Ramener le focus là-dessus. Puis le rétablissement. C'est vrai, parce que là, ils vont dire, c'est vrai, une chance qu'elle est là. Une chance que la père aidante est là, parce que nous, on revient rapidement à notre jargon. Ça nous fait réaliser ça a l'air des petites choses, là. Oui, c'est pas rajouter le mot personne, c'est un mot, là. Personne, 3 syllabes, là. C'est pas grand-chose. Mais c'est toute une philosophie derrière tout ça, une approche globale. Mais par de petites choses, rattachées à cette petite chose-là, il y a peut-être tout un effet d'entraînement et une culture de rétablissement qui peut graduellement s'implanter. Comme leader, gérer la planification de carrière, leurs finances et des ressources humaines au sein de leur propre pratique professionnelle. Mais là, éventuellement, vous serez vous-même en situation de superviser des stagiaires des autres cohortes. Puis comment vous allez contribuer un petit peu à cette réflexion-là pour monter un dossier, faire valoir dans un établissement quand ils ont leur planification budgétaire annuelle. Qu'est-ce qu'on demande à être alloué comme ressource pour que se concrétise la pratique soutien par les pairs et du rétablissement. Ensuite, promoteur de la santé. En tant que promoteur de la santé, les médecins ou pairs aidants mettent à profit leur expertise et leur influence en œuvrant avec des collectivités ou des populations de patients en vue d'améliorer leur santé. Ils collaborent avec ceux qu'ils servent afin d'établir et de comprendre leurs besoins, d'être si nécessaire leur porte-parole et de soutenir l'allocation des ressources permettant de procéder à un changement. La notion de porte-parole est vraiment importante ici.
Puis, dans votre cas, elle est à deux sens. Hein, on le voit là, ça c'est pour les médecins. Les médecins, blablabla, bla, 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 afin d'être, si nécessaire, leur porte-parole, donc les porte-paroles des patients, auprès des collectivités des populations. Donc, c'est pour ça que des fois, on entend des médecins à la radio, à la télévision, qui vont parler de santé publique, qui vont parler des besoins des patients. Ça fait partie de leur rôle de promoteur de la santé pour la population en général. Ils se font les porte-paroles des patients, des besoins des patients auprès du public. Mais vous, c'est aussi dans l'autre sens. Comme membre d'une équipe multidisciplinaire, auprès des pairs aidés, vous êtes les porte-paroles du système de santé accès rétablissement. Ce que n'est pas le médecin par rapport à son patient. Il y a pas de, ils ne sont pas sur un rapport d'égalité. Ce n'est pas des porte-parole. C'est pas, oui, il va expliquer un peu comment fonctionne le système de soins, mais en tant que porte-parole du rétablissement, comment vous, auprès des équipes, vous voyez, vous êtes un intermédiaire entre les deux types de porte-parole. Ici, le médecin, les professionnels sont porte-parole des besoins des patients envers le public. C'est ça que ça dit ici. Mais vous, là, vous allez vous insérer pour faire en sorte qu'ils soient aussi les porte-parole du rétablissement. Vous êtes un pré-porte-parole auprès de ces professionnels-là pour que lorsqu'ils vont intervenir sur la place publique, surtout si c'est pour parler de santé mentale, de troubles mentaux, bien, qu'ils n'oublient pas la notion de rétablissement, qu'il y a un vocabulaire adapté en conséquence. Puis ça se fait graduellement au quotidien. Puis éventuellement, il y a un membre de l'équipe où vous allez être qui, lui, va prendre la parole à la radio parce que, bon, il y a tel ou tel événement. Mais vous aurez réussi à l'influencer pour que dans son rôle de porte-parole, bien, on sente qu'il y a cette influence-là d'une culture axée sur le rétablissement. C'est là que c'est particulièrement complexe. Quand on parlait des lentilles qui se superposent, là, ben c'est ça, là, avec votre savoir expérientiel. Les autres professionnels, ils peuvent le faire, mais à titre personnel. C'est sûr, s'ils ont déjà été malades eux-mêmes, ils vont y penser, là. Mais ce n'est pas dans leur rôle, ce n'est pas dans leur fonction, ce n'est pas dans leur tâche d'y penser et de le prendre en compte. Les pères aidants, oui. C'est ça qui est particulier. Vous voyez, tranquillement, ça se définit, la pratique, à travers cette juxtaposition-là des différents types de savoir expérientiel. On a parlé dans le cours d'éthique, la responsabilité sociale. Les médecins reconnaissent leur responsabilité sociale. Ils doivent participer aux efforts d'amélioration de la santé et du bien-être des patients, des collectivités et des populations qu'ils servent. La même chose pour les pères aidants, comment faire la promotion du rétablissement, mais pas seulement pour les gens qui sont actuellement malades, pour que le public en général ait une meilleure compréhension de qu'est-ce que la santé mentale, qu'est-ce que le rétablissement peuvent représenter pour tout le monde. Les médecins possèdent un savoir médical et des habilités qui leur procurent une perspective spécifique et unique. Il faut que ce soit la même chose avec les pères aidants. Les médecins ont également un accès privilégié au vécu et à l'expérience des patients au regard de la, notez bien là, au regard de la maladie et du système de santé. Je répète, les médecins ont un accès privilégié au vécu et à l'expérience du patient au regard de la maladie. Pourquoi? Parce qu'ils sont très, très bien formés à reconnaître les symptômes d'une maladie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire comme impact sur une personne qui vit avec cette maladie-là? Eh bien, nous, les pères aidants ont également un accès privilégié au vécu et à l'expérience des usagers
au regard du rétablissement et du système de santé et de services sociaux, et incluant aussi d'autres secteurs comme l'emploi et l'éducation. L'amélioration de la santé ne se limite pas à atténuer l'impact des maladies ou des traumatismes, mais comprend également la prévention de la maladie ainsi que la promotion et le maintien de la santé. L'amélioration de la santé englobe aussi l'équité en santé, afin de permettre aux individus et populations d'atteindre leur plein potentiel sur le plan de la santé sans être pénalisés, notamment par leur race, leur appartenance ethnique, leur religion, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur âge, leur classe sociale, leur statut socio-économique ou leur niveau de scolarisation. Puis, toutes ces choses-là, quand on combine ça avec des problèmes de santé mentale, ça ajoute à la marginalisation que les gens peuvent vivre. Parce que, par exemple, niveau de scolarisation, il n'y a pas grand monde dans notre société qui a un niveau de scolarisation plus élevé que les médecins. Puis les médecins, ils fréquentent souvent des gens qui ont un haut niveau de scolarisation aussi. Hein? C'est un autre statut socio-économique, c'est une autre classe sociale. Tant mieux pour eux. Ils sont choyés, on va le dire comme ça. Là. Mais qui connaissent pas. Il y en a qui viennent de milieux plus ordinaires ou même pauvres. Il y en a. Puis même les facultés de médecine. On le vu avec le docteur Maherzi sur la responsabilité sociale des facultés de médecine. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est aussi faire en sorte que ça soit ouvert aux gens qui viennent d'un milieu qui n'est pas nécessairement un milieu de gens bien nantis et hautement éduqués. Puis, comme père aidant, vous allez travailler souvent avec des gens qui, justement, à cause de la maladie, à cause du découragement, à cause qu'ils n'ont pas eu de soutien par rapport au rétablissement, bien, continuent à être dans une situation socio-économique de pauvreté, à la fois économique, mais aussi culturelle et interpersonnelle, beaucoup d'isolement. Ça fait qu'ils ont eu des problèmes peut-être de concentration, de motivation à l'école, ils sont moins scolarisés. Par définition, les pères aidants, surtout dans les équipes, là, on parle de troubles mentaux graves qui ont empêché les gens de poursuivre leur scolarisation, là, mais vous allez être particulièrement sollicité pour comprendre, auprès des équipes, faire comprendre auprès des équipes cette réalité-là de qu'est-ce que la solitude, l'isolement, la pauvreté socio-économique, culturelle et autres. Ça va être de votre responsabilité sociale que d'être porte-parole de ces gens plus démunis. Bon, les médecins tirent parti de leur statut et de leur rôle au sein du système de santé afin de soutenir les patients dans leur trajectoire de soins et de les épauler dans leur démarche pour qu'ils aient accès aux ressources appropriées en temps voulu. Ils s'efforcent d'améliorer la qualité de leur pratique clinique et des organisations avec lesquelles ils transigent afin de répondre aux besoins en santé des patients, des collectivités et des populations qu'ils servent. Ils favorisent le maintien en santé des collectivités et des populations en influençant ou en offrant leur appui à ceux qui influencent le système de santé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des milieux cliniques. Donc, ça aussi, vous pourrez voir comment ça peut se transposer au métier de père aidant. Les capacités liées au rôle de promoteur de la santé répondent aux besoins d'un patient en défendant avec celui-ci ses intérêts au sein du milieu clinique et à l'extérieur de celui-ci, défense des droits. On l'avait vu avec nos conférenciers, Dr. Tra, vous vous souvenez. Des fois, le rôle des pères aidants, c'est d'aider un usager dans la défense de ses droits à lui. Il faut l'outiller à pouvoir se défendre lui-même, faire valoir ses droits à des soins de qualité. Et puis, le rôle c'est ce qu'on appelle en anglais de l'advocacy, la défense des droits et la promotion des droits des usagers. Et moi, j'ajouterais peut-être le droit à des soins, accès et rétablissement qui inclut des pères aidants.
ça devient de plus en plus un droit parce que ça devient un critère de qualité. Donc, comment vous allez être associé à des activités de défense et de promotion des droits. Et puis, répondre aux besoins des collectivités ou des populations servies en collaborant avec ces populations pour promouvoir d'une manière socialement responsable des changements systémiques. Il y a le changement individuel de la personne vers le rétablissement, mais aussi le changement d'une organisation qui souhaite être orientée rétablissement et plus globalement de la santé, de la société. Le rôle d'érudit. En tant qu'érudit, les médecins font preuve d'un engagement constant envers l'excellence dans la pratique médicale par un processus de formation continue, en enseignant des tiers, en évaluant les données probantes et en contribuant à l'avancement de la science. En montant ce cours-là, j'ai souvent entendu dire des gens, « Ah, moi, je suis père aidant, père aidante, là. Quand j'aide quelqu'un, là, ce quelqu'un-là, ça ne l'intéresse pas, là, de savoir que Patricia Deegan, c'est en 1988 qu'elle a publié son fameux article. Il ne voit pas nécessairement l'utilité immédiate, là. Quand on parle d'érudits en médecine, ben, c'est qu'il y a une grande connaissance, hein, ils ont beaucoup de grandes capacités de lecture. Il faut qu'ils puissent situer la pratique de la médecine par rapport à la science en général, puis leur spécialité médicale à eux. Ils ont de grandes connaissances qui, pour leurs patients, là, dans l'immédiat, ça semble ne pas être utile. Tu sais, je ne sais pas, un chirurgien qui fait un pontage cardiaque, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il ait une bonne base en mathématiques, en histoire de la science, en philosophie même? Des fois, on pourrait dire, ben, pour cet acte-là, c'est pas nécessaire. Mais la pratique de la médecine, globalement, dit c'est nécessaire d'avoir de grandes connaissances générales, une culture générale étendue. C'est pour ça que les entrevues pour être admis en médecine, oui, ça te prend une super bonne cote R. Hein, tu as réussi ton bulletin, tu as juste des A dans ton bulletin. Mais il n'y a pas juste ça. Quand tu es rencontré en entrevue, c'est aussi qu'est-ce que tu fais? Es-tu curieux d'en savoir plus en dehors de ton champ d'expertise? Donc, ici, là, ça va être important aussi. C'est ça, nous, dans notre programme, ça fait partie de l'approche que d'avoir des connaissances historiques sur d'où ça vient le rétablissement. Quels sont les grands noms de ce secteur-là? Puis vous avez encore accès, en principe, là, si vous êtes encore étudiante active à l'université, vous avez encore accès à tout le matériel qui est sur Studium. Moi, je ne désactive pas les cours. Si vous avez déjà été étudiante d'un cours par le passé, vous avez encore accès au matériel qui est là. Donc, toute cette connaissance-là du rétablissement, il faut l'entretenir. Là, je viens de le mentionner. Hein? On va passer vite là-dessus. Vous pourrez aller le voir pour qu'on puisse passer maintenant à la dimension de la discussion. Donc, les pères aidants, ce sont des érudits du rétablissement. Professionnel, le rôle de professionnel. En tant que professionnel, les médecins ont le devoir de promouvoir et de protéger la santé et le bien-être d'autrui, tant sur le plan individuel que collectif. Ils doivent exercer leur profession selon les normes médicales actuelles, en respectant les codes de conduite quant aux comportements qui sont exigés d'eux, tout en étant responsables envers la profession et la société. De plus, les médecins contribuent à l'autoréglementation de la profession et voient au maintien de leur santé. On va s'arrêter ici, OK, à ce rôle-là de professionnel comme médecin. Et là, on va partir la discussion jusqu'à midi, là, peut-être, là. Je vais la laisser... ici, on l'a sur papier. À la maison, vous l'aurez peut-être à l'écran. Je vais arrêter le partage d'écran, mais on va essayer d'avoir cette définition-là sous les yeux, d'accord? Parce que c'est le dernier des 7 rôles qu'elle mène. On a vu les autres un par un, là.
Et on va lancer la discussion à savoir comment cette définition-là du rôle de professionnel des médecins, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les pères aidants en tant qu'experts, non pas médicaux, mais en tant qu'experts du rétablissement, comment on s'approprie ça? Et comment, quand vous allez être en stage, bien, comment ce stage-là devrait vous préparer à ce rôle-là lorsque vous serez embauché, on pourrait dire à titre de père aidant professionnel, puisque vous ferez partie des équipes multiprofessionnelles, même si ce n'est pas une profession encore légalement comme les autres, là, mais bon, il faut quand même se comporter selon ces standards-là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, se comporter de manière professionnelle à partir de cette définition-là, comme père aidant en exercice, et comment le stage là, va vous permettre de vous préparer à ce rôle-là. Qui veut se lancer?